Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Nous vous retrouvons pour cette deuxième partie de l'épisode sur la surveillance des maladies, également qualifiée d'épidémiosurveillance. Dans la première partie de l'épisode, nous avons vu qu'afin de maximiser l'efficacité des systèmes de surveillance, il était essentiel de faire collaborer un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels les éleveurs, les médecins, les vétérinaires et les chercheurs. À présent, nous allons nous pencher sur le rôle de la recherche, de la politique et des institutions. Pour cela, nous retrouvons Cécile Squarzoni, vétérinaire épidémiologiste au CIRAD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, spécialiste en gestion de crise et en système de surveillance des maladies animales en zone tropicale. Rebonjour Cécile. Bonjour Colombe, bonjour à tous et à toutes. Jean-Luc Angot, inspecteur général de santé publique vétérinaire et président de la section prospective Société internationale au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Rebonjour Jean-Luc. Bonjour Colombe et bonjour à toutes et à tous. Et Xavier de Paris, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, santé et milieu de vie à l'ARS, Agence régionale de santé de La Réunion. Rebonjour Xavier. Bonjour Colombe, bonjour à toutes et à tous. Comme abordé dans la première partie de l'épisode, les îles peuvent être des territoires particulièrement vulnérables à l'introduction d'une nouvelle maladie. Par exemple, la connexion des territoires insulaires du sud-ouest de l'océan Indien à travers des flux humains et de marchandises avec les continents européens, africains et asiatiques les expose tout particulièrement à l'émergence de nouveaux pathogènes, comme le chikungunya à La Réunion en 2005-2006, et plus récemment la fièvre de la vallée du Rift à Madagascar et à Mayotte, ainsi que la fièvre afteuse à Rodrigue. Cécile Squarzoni, vous travaillez pour le dispositif en partenariat One Health Océan Indien. En quoi consiste son travail en termes d'épidémiosurveillance? Et pouvez-vous commencer par nous rappeler ce que c'est qu'un dispositif en partenariat, aussi appelé DP? Oui, alors le dispositif en partenariat, c'est le principe de mettre des hommes et des femmes en réseau. Donc, l'objectif est d'animer en s'appuyant sur les structures de santé, donc les services officiels de santé des pays, et d'animer un dispositif d'acteurs qui va œuvrer à l'amélioration de la surveillance et de la lutte contre les émergences dans l'océan Indien, en travaillant avec une approche One Health, donc une approche globale de toutes les santé, et en s'appuyant sur les acteurs de la surveillance, les acteurs de santé, les chercheurs et les organismes de formation de la zone, afin d'associer surveillance, intelligence épidémique, formation, renforcement des compétences et recherche appliquée. Et l'idée, c'est de vraiment associer les compétences des uns et des autres pour être meilleurs dans la surveillance des maladies et la détection des émergences. Alors, le dispositif en partenariat One Health Océan Indien travaille notamment avec le réseau SEGA de la Commission de l'océan Indien, dont Cécile nous a un peu parlé dans la première partie. Ce réseau pilote la surveillance épidémiologique et la gestion des alertes dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et l'Agence régionale de santé La Réunion, pour laquelle travaille Xavier de Paris, travaille également avec ce réseau SEGA. Alors, Xavier de Paris, par quelles actions de surveillance se traduit ce partenariat? Donc le réseau SEGA a été créé il y a une quinzaine d'années. Donc maintenant, il consiste à échanger des données de surveillance et de veille entre les pays. Et la COI, donc la communauté des pays de l'océan Indien, a mis en place l'unité de veille sanitaire de la COI qui est implantée à Maurice. Et cette unité de veille sanitaire collecte les informations en provenance des différents pays et elle organise toutes les semaines un point hebdomadaire qui traite de la veille et de la surveillance épidémiologique et qui invite en fait tous les points focaux des pays de l'océan Indien au cours d'un briefing où on échange les signaux d'alerte, les signaux d'alarme entre les différents pays. On fait le point sur les épidémies, les épizooties éventuelles d'un pays à l'autre, les risques d'importation, les mesures prises par chacun en cas d'épidémie pour ce qui va concerner la circulation des animaux et des humains avec le contrôle sanitaire aux frontières. Donc, c'est quelque chose qui vit
toutes les semaines et qui cherchent à progresser également parce qu'on a toujours des marges de progrès. Donc, la caractéristique des pays de l'océan Indien, c'est que l'on a quand même des pays qui sont d'un niveau de développement très hétérogène, avec des pays qui ont encore des systèmes de santé communautaires. C'est le cas à Madagascar, c'est le cas aux Comores, et puis des pays qui ont un système de santé qui est beaucoup plus on va dire, d'un niveau qui correspond aux pays occidentaux, dont il y a la Réunion et Maurice en particulier, et les Seychelles également. Donc, il existe maintenant une dynamique entre ces pays d'échange d'informations. Alors, cet échange d'informations, il n'est pas toujours parfait parce qu'il peut y avoir des latences dans la déclaration des épidémies, bien sûr, et ça, on le sait bien. Mais le principe, c'est aussi de créer des liens de personne à personne. Là où parfois on a des latences gouvernementales, permettre aux techniciens de pouvoir se parler un peu plus rapidement par téléphone. Merci beaucoup, Xavier, et on va continuer sur la question de la coordination. Jean-Luc Angot, vous travaillez pour le ministère de l'Agriculture français. Comment se passe la coordination cette fois-ci entre les ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture sur la surveillance des maladies? Est-ce qu'on réussit à mettre en œuvre le concept One Health? Pour mettre en œuvre le concept de One Health, il y a effectivement des enjeux majeurs de gouvernance et notamment d'interministérialité pour faire travailler les différents ministères dans le même sens et en bonne coordination. Alors, il a été décidé de créer tout récemment une task force interministérielle One Health, une seule santé, donc pour coordonner les différents ministères qui sont concernés. Et une autre initiative a été la création l'année dernière du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui est présidé par une immunologiste, Madame Brigitte Autran, et qui regroupe différentes disciplines. On a des médecins, bien entendu, de différentes spécialités, on a des vétérinaires, on a des écologues et même des sociologues. Donc on voit bien qu'on a cet esprit One Health dans la constitution de ce comité, qui est chargé d'éclairer le décideur public sur les risques émergents, qu'ils soient d'ailleurs des risques biologiques, chimiques ou physiques. On a également un plan national qui a été élaboré, qui est le plan national santé-environnement, dans sa 4e version, donc on l'appelle le PNSE 4, qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Et puis, on peut citer également l'initiative Présode qui émane au départ de 3 organismes français de recherche, le CIRAD, l'INRA et l'Institut de recherche pour le développement, et qui est maintenant devenue une initiative internationale dont va nous parler Cécile, je crois d'ailleurs. Exactement, vous avez tout compris. Merci beaucoup, Jean-Luc. En 2019, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait signalé que près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de maladies transmises par des vecteurs tels que les moustiques. Avec le changement climatique et la mondialisation, ce chiffre risque d'augmenter dans les années à venir. Alors j'aimerais maintenant vous faire écouter une archive de 2007 sur l'arrivée du moustique tigre dans le Var. Le chikungunya et la dengue font-ils leur réapparition en France? Les moustiques potentiellement porteurs de ces virus ont été identifiés dans le Var, notamment à Sainte-Maxime. Pas de malades pour le moment, mais la surveillance et la prévention vont être renforcées. Émilie Queneau. Ce moustique tigre, capable de porter le virus du chikungunya, a été officiellement repéré ici, à Sainte-Maxime, dans le Var. Mais cela ne signifie pas qu'une épidémie va se déclencher. Il faudrait pour cela que l'insecte rentre en contact avec la maladie. Pour qu'il y ait la maladie, il faut plusieurs facteurs. Il faut un malade qui revienne et qui ait le virus dans son sang. Deuxièmement, d'un pays donc où il y a une épidémie. Deuxièmement, il faut localement, là où le malade importe le virus, il faut qu'il y ait le moustique qui pique ce malade et qui donc ensuite puisse transmettre ce virus à d'autres personnes et les rendre malades. C'est ce scénario qui s'est déroulé cet été en Italie. Un voyageur qui rentrait d'Inde a été piqué par un moustique tigre. En 2 mois, le chikungunya a touché 160 personnes. Nous sommes très loin d'en être là en France, mais les autorités sanitaires lancent une alerte, notamment auprès des médecins généralistes. Il faut donc sensibiliser l'ensemble de la profession en sachant que les signes de la maladie se caractérisent par l'apparition d'une fièvre brutale, supérieure à 38,5 degrés, et surtout des douleurs articulaires, mais des douleurs articulaires invalidantes.
Et pour limiter la prolifération des moustiques, une trentaine de pièges comme ceux-ci ont été installés. Ils sont installés dans tout le département, enfin sur toute la façade méditerranéenne et en particulier aussi dans le département du Var, le long des axes où les gens se déplacent, c'est-à-dire les autoroutes, les ports, les aéroports. Les autorités recommandent également aux habitants de la région d'éviter les eaux stagnantes autour des maisons et de se protéger individuellement contre les piqûres. Tous gardent en mémoire l'épidémie à La Réunion l'année dernière. Elle avait touché plus de 20% de la population. Alors, comme je disais, avec le changement climatique et les échanges liés à la mondialisation, des espèces comme le moustique tigre sont maintenant à même de coloniser de nouvelles aires géographiques. Ma question, c'est quelles sont vos réactions face à cette archive de 2007 ? Qui prend la parole ? Je vais commencer en disant que en 2007, on a les premiers signaux sur l'apparition d'Aedes albopictus, donc le vecteur de la dengue, du chikungunya, donc de beaucoup d'arboviroses. Arbovirus, ça signifie arthropod borne viruses, c'est les virus transmis par des insectes, par des arthropodes. Et Aedes albopictus, qui est le nom scientifique du moustique tigre. Voilà, exactement. Il y a d'autres moustiques de l'espèce Aedes, donc Aegypti en particulier, qui est une autre espèce et qui est tout aussi dangereuse que Albopictus. Mais Albopictus a conquis depuis 2007 l'ensemble du territoire français, ou quasiment tout l'ensemble. Il doit couvrir maintenant un peu plus de 70% du territoire. C'est un moustique qui n'est pas arrêté par l'hiver, faut pas croire. En fait, ce risque vectoriel, il s'étend à toute l'Europe. Et je vous dirais que historiquement, il ne faut pas oublier qu'il y avait du paludisme en Europe et en Europe du Nord jusqu'à la fin du 19e et même au début du 20e siècle. Donc on a peut-être oublié tout ça. Et en fait, les échanges mondiaux, le réchauffement climatique, les bouleversements climatiques font que maintenant, on retombe sous la menace de risques que l'on avait connus, avec lesquels on a vécu pendant des siècles et dont on avait appris à se passer pendant, on va dire, un peu plus de 50 ans, mais qui reviennent maintenant en force. Il va falloir compter avec eux. Et l'arrivée d'Albopictus, c'est pas une bonne nouvelle. Et nous avons périodiquement sur le territoire hexagonal des personnes qui reviennent avec la dengue de pays qui ont été visités, mais on a aussi de plus en plus de foyers avec des cas de personnes qui n'ont pas voyagé. Donc, il y a la preuve également que dans l'Hexagone en France, maintenant, ces arbovirus, donc transmis par ces insectes, ces moustiques, le moustique tigre, circulent en France. Et un jour, sans doute dans les années à venir, on risque d'avoir et d'observer une épidémie dans l'Hexagone, exactement comme ça existait dans les territoires tropicaux. Et historiquement, je voulais juste rappeler que l'épidémie de dengue la plus intense et la plus documentée, c'est celle d'Athènes, qui a eu lieu en 1927-1928, avec 1500 morts. Donc on était en 1927-1928. Voilà, on n'est pas exempt de risque en étant sur le bord de la Méditerranée en particulier, loin de là. Bon, en espérant qu'on pourra s'inspirer de l'expérience des pays tropicaux qui sont plus habitués à gérer ce genre de situation. Alors, certains vecteurs et certaines maladies se propagent donc dans le monde entier, comme on vient de le voir. Il est donc indispensable de mettre en œuvre des initiatives internationales, comme c'est le cas de PREZOD, Preventing Zoonotic Diseases Emergence, donc prévenir les maladies zoonotiques émergentes, dont nous parlait Jean-Luc Angot plus tôt. Cécile Squarzoni, le dispositif en partenariat One Health Océan Indien, vient de rejoindre cette initiative PREZOD. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur PREZOD et nous expliquer en quoi elle répond à une approche One Health ? Oui, tout à fait. Alors, suite à la pandémie de la Covid, les grandes nations ont pu se rendre compte qu'il était vraiment essentiel de, pouvoir s'associer et travailler en amont de l'apparition de nouveaux pathogènes, en amont justement de ces nouveaux risques sanitaires, parce qu'avec les changements climatiques, les changements globaux, on va être confronté à des pandémies et à des épidémies comme ça beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Donc, cette initiative PREZOD a l'originalité de faire travailler ensemble les nations pour détecter des signaux d'émergence, mais aussi de travailler avec les communautés, avec les populations, sur des pratiques spécifiques, sur des filières qui soient originales, et de pouvoir comme ça identifier des environnements, des écosystèmes qui seraient favorables à l'émergence de nouveaux virus ou de nouveaux pathogènes. Et donc, cette initiative PREZOD, qui est pilotée par les présidents des nations, s'est soldée après de multiples discussions et médiations et réflexions sur des premières initiatives, on va dire,
projets, donc notamment par exemple sur les projets Africam, pour lesquels ils ont décidé qu'il y ait dans certaines zones de la planète, comme en Asie, en Afrique et en Europe, des pays tests, des pays pilotes où on déploie comme ça ces approches innovantes qui permettent de détecter en amont des pratiques et des émergences. Et donc dans l'océan Indien, on a une première phase pilote d'un projet Africam à Madagascar, qui est donc intégré dans le dispositif au partenariat et qui nous permettra comme ça de travailler notamment autant sur l'interface pathogène chiroptère, homme et animal, et de travailler avec les communautés du terrain. Chiroptères qui sont donc les chauves-souris. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que les dernières pandémies ont été détectées, ont été transmises par des pathogènes qui étaient portés par les chauves-souris, justement. Et justement, ça va être une bonne manière de prendre en compte les facteurs socioculturels dont on parlait tout à l'heure à travers ces initiatives Africam, dont celle à Madagascar. Donc maintenant, on va s'intéresser au niveau national. Au niveau national, a été mis en place le Global Health Security Index pour indice de sécurité sanitaire mondiale. Et il mesure la préparation des pays à faire face aux épidémies. En 2021, le score global moyen par pays était de 38,2 sur 100 et de 61,9 pour la France. Donc, on va un petit peu se pencher sur la France pour faire face aux épidémies selon une approche One Health. Tout à l'heure, Jean-Luc Angot, vous nous avez parlé un petit peu du plan national santé-environnement numéro 4 qui s'appelle Un environnement, une santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, ce plan national santé-environnement qui est dans sa 4e version a l'originalité d'avoir mis sur pied un groupe Une seule santé, One Health, spécifique. C'est une nouveauté par rapport aux 3 plans précédents. Et ce groupe Une seule santé regroupe tous les partenaires, toutes les parties prenantes. Je le co-préside avec une députée et on doit suivre en propre un certain nombre d'actions du PNSE 4. Il s'agit par exemple de l'utilisation des biocides en médecine vétérinaire. Les biocides, ce sont tous les produits antiparasitaires, etc., qui sont utilisés en médecine vétérinaire. Également la lutte antivectorielle, donc contre les vecteurs. On a parlé tout à l'heure du moustique tigre. Je signale d'ailleurs que le premier cas autochtone en région Île-de-France a été découvert le 17 octobre. Donc, on voit l'avancée de ce moustique tigre et de cas de dengue autochtones qui apparaissent dans l'Hexagone, à côté de Paris. Et puis également, la lutte contre les nuisibles et les espèces envahissantes. Et la principale action est aussi de surveiller les animaux sauvages, donc la faune sauvage, et le rôle de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale que j'évoquais dans le précédent podcast est essentiel. Alors, à côté de ce plan, il y a aussi des sujets de formation. Il y a une action spécifique sur la formation. Et tout à l'heure, j'évoquais le rôle important de la gouvernance, mais la formation est aussi essentielle. Et il y a un certain nombre de diplômes qui ont été mis en place, de diplômes One Health, Une seule santé, des masters ou des diplômes d'établissement, notamment par l'école VET AgroSup à Lyon, et également une fresque One Health qui a été créée un peu à l'image de la fresque du climat. Et en 2024, se mettra en place l'Institut One Health qui est destiné à former les décideurs publics et privés sur ces notions de santé globale. Et on attend beaucoup de cet Institut One Health qui va travailler aussi en collaboration avec l'Académie de l'OMS qui s'est installée à Lyon. On reparlera de formation un petit peu après parce que c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour mettre au point des stratégies Une seule santé, des stratégies One Health. Alors avant cela, Xavier de Paris, vous êtes directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, santé et milieu de vie à l'ARS La Réunion. Et j'aimerais vous demander de quelle manière se met en place ce fameux plan santé-environnement numéro 4 au niveau régional cette fois-ci. Vous avez donc le PNSE, le plan national santé-environnement, et dans chaque région, il faut développer un plan régional santé-environnement. Donc c'est la déclinaison au niveau de chaque région des objectifs de ce plan national que Jean-Luc a décrit tout à l'heure. Et dans chaque région, ce PRSE, plan régional santé-environnement, se déroule avec 3 acteurs, 3 pilotes qui doivent avancer de concert. Il y a le conseil régional, il y a les services préfectoraux qui regroupent en fait tout ce qui va concerner la santé animale et l'alimentation, et puis l'environnement. Et le 3e acteur, c'est
l'Agence régionale de santé qui, elle, est en charge de la santé des populations. Donc, c'est un plan qui se rédige à 3 et on connaît au niveau régional, en fait, j'allais dire, les difficultés qu'on rencontre au niveau national parce que c'est faire travailler des personnes qui sont d'horizons différents et puis les acculturer. Donc, acculturer, ça veut dire que tout le monde parle finalement le même langage avec les mêmes objectifs et les mêmes intérêts autour de cette santé globale quand on parle de tout ce qui touche à l'environnement et à l'impact sur la santé animale et humaine. Donc, il y a ce travail à faire. Alors maintenant, c'est le 4e plan, c'est la 4e génération du plan. Donc, on commence à travailler ensemble, on commence à avoir cassé quelques murs qui nous empêchaient de parler et de discuter ensemble et d'agir ensemble, surtout parce qu'il s'agit d'agir. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas toujours facile, c'est la réalité du terrain. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Et moi, je parle pour le cas de La Réunion. On a des acteurs qui sont de plus en plus sensibilisés à l'impact de l'environnement sur la santé et sensibilisés à notre qualité de vie de manière générale. Et donc, on avance, on progresse, mais au milieu, je suis quand même obligé de le dire parce que c'est un constat, il y a des intérêts économiques qui ne sont pas toujours favorables à des actions à court, moyen terme. Les intérêts économiques, ils sont parfois contraires à ce qu'on souhaiterait faire ou voir évoluer en matière de santé. Moi, je suis fermement convaincu que de toute manière, il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut créer, je pense, pour progresser autour de la santé-environnement, de quoi intéresser, j'allais dire, l'économie à tout ce secteur santé-environnement. Et je pense que c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de métiers d'intérêt. Et il n'y a pas que la recherche en santé-environnement, il y a beaucoup de métiers tout court. Et puis, il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche opérationnelle, et puis il y a la mise en œuvre des stratégies. Et donc, beaucoup d'acteurs et les acteurs économiques devraient de plus en plus s'investir dans ce challenge. Et puis, je terminerai en disant que de toute manière, on n'a pas le choix parce que ne peut plus continuer comme ça. Et il faut changer de paradigme. Il faut voir les choses autrement. Et c'est très important. Moi, je suis grand-père. J'ai des petits-enfants. Et j'ai envie que mes petits-enfants héritent d'une planète qui soit plutôt en bonne santé qu'en mauvaise santé. Donc, il semblerait quand même que, aussi bien à l'échelle nationale que régionale, on fasse travailler ensemble des acteurs de différentes disciplines. Donc, on va plutôt dans ce sens-là. Mais comme vous l'avez dit, que ce soit l'écosystème ou la santé, ce sont des choses sur le temps long. Donc, il faudrait des dispositifs économiques qui vont dans ce sens-là. On espère que ça va évoluer dans le bon sens dans les années qui vont suivre. Merci beaucoup. Donc, nous venons de voir le rôle des politiques publiques dans la surveillance des maladies. Nous allons maintenant nous intéresser aux acteurs du terrain et surtout à la formation que Jean-Luc Angot a commencé à mentionner plus tôt, qui est évidemment essentielle. Et souvent, le manque de formation des acteurs du terrain est pointé du doigt comme un frein à la surveillance des maladies. Cécile Squarzoni, vous avez travaillé sur le développement de mallettes pédagogiques santé animale en océan Indien. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Une des actions majeures dans le fonctionnement des réseaux de surveillance et de la surveillance épidémiologique, c'est notamment de renforcer les compétences de ces acteurs, qui sont extrêmement nombreux. Ça peut être les éleveurs, les vétérinaires, les agents de santé. Et donc, l'idée, c'est de déployer, de diffuser ces connaissances et surtout de mettre en œuvre des bonnes pratiques, les bons gestes ensemble, que ce soit médecin, vétérinaire, acarologue, entomologiste. Et ces malades pédagogiques permettent de diffuser la connaissance, permettent de diffuser des guides de bonnes pratiques. Par exemple, dans l'océan Indien, on en a diffusé une sur les maladies prioritaires en santé animale auprès des 5 îles de la zone. Dernièrement, on a aussi finalisé une mallette pédagogique One Health sur la fièvre de la vallée du Rift, qui est une des maladies émergentes, notamment qui menacent l'Europe. Et donc, l'idée, c'est de former les médecins, les responsables de dispensaires, les vétérinaires, les agents communautaires, les entomologistes, les personnes de la lutte antivectorielle sur les bonnes pratiques, sur la mise en place d'investigations épidémiologiques avec les bonnes méthodes et surtout de se parler ensemble. Et pour nous, le One Health commence déjà par la mise en place d'actions conjointes, communes sur le terrain, pour mettre en place du One Health avec des approches transversales, interdisciplinaires sur le terrain, et puis pouvoir faire travailler les acteurs ensemble. Donc, ces mallettes pédagogiques sont là pour diffuser ces actions transversales et ces compétences communes. Alors, en 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reçu plus de 20 millions de notifications de cas de Covid-19, ce qui représente
une démarche de responsabilité collective en quelque sorte. Alors, outre la formation, la sensibilisation et la participation, notamment des citoyens, peut contribuer à la prévention des épidémies et à la surveillance des maladies. Alors, de quelle manière et pourquoi peut-il être pertinent d'intégrer les citoyens au processus de surveillance des maladies, notamment à travers ce que l'on qualifierait d'épidémiologie participative ou de diffusion d'informations sur les réseaux sociaux? Xavier de Paris. Et c'est une question qui est fondamentale parce que maintenant, on se dit que l'on a tous un téléphone portable et que finalement, avec ce téléphone portable, si on disposait d'un logiciel ou d'un système d'information qui permette de déclarer qu'on est malade et que cette information parvienne à un centre qui collecte l'ensemble de ces déclarations, on aurait une photographie en direct de tout ce qui se passe en France. Mais c'est pas si simple que ça parce que ça pose question. D'abord, c'est basé sur les déclarations, donc quelle est la validité de ces déclarations? C'est la première chose. Ensuite, il y a la liberté individuelle. Ça pose question au niveau de la liberté. Vous utilisez votre smartphone et donc je peux, moi, vous repérer, entre guillemets, et me dire que si vous êtes un cas suspect d'une maladie peut-être hautement contagieuse, dans certains pays, on peut vous récupérer et vous mettre en prison, pourquoi pas, ou vous mettre à l'isolement total. Ça pourrait arriver. Donc c'est toujours un risque. C'est évidemment très intéressant. Et moi, en tant que médecin de santé publique, j'ai travaillé sur des systèmes comme ça. Ça aurait beaucoup d'intérêt, mais il faut s'interroger sur la sécurité et les libertés individuelles autour de ces systèmes. Voilà, ça reste très important aussi. Alors après, ces systèmes de déclaration, vous parlez d'épidémiologie participative, on peut l'avoir aussi en s'appuyant sur l'activité des médecins, des vétérinaires, qui peuvent aussi faire des déclarations, mais cette fois-ci anonymes, complètement anonymes, des patients qu'ils voient au cours de leur consultation, de leur visite. Et si chaque médecin, moi je vous donne un exemple que j'ai vécu, on avait monté un système d'information où les médecins nous déclaraient en direct, de manière anonyme, les diagnostics qu'ils avaient après chaque consultation. Eh bien, en fait, on a récupéré le signal d'une épidémie. C'était une épidémie d'angine avec une bactérie très spéciale qui s'appelle le streptocoque, qui était d'origine alimentaire. Nous, on s'est aperçu parce qu'on collectait l'ensemble des signaux des médecins, mais les médecins individuellement, eux, s'en étaient pas aperçus parce qu'ils avaient vu 2, 3 ou 4 patients, mais ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait une épidémie. Mais en fait, dans ce même secteur, dans un délai de temps court, dans un lieu assez déterminé, il y avait un nombre de cas concentrés qui était très important. Et donc, on a détecté cette épidémie parce qu'on collectait les données des médecins. Donc ça aussi, ça peut être un système qui soit très intéressant et qui nous permette, puisque ce sont des déclarations anonymes, de passer outre, on va dire, le principe de conservation de la liberté individuelle. Je pense que la liberté individuelle, c'est important. Et pendant l'épidémie de Covid, vous savez que le système coréen, qui était à un moment extrêmement efficace, reposait aussi sur des déclarations à partir d'un système d'information et à partir des smartphones. Et ce qui a très bien marché en Corée, parce qu'ils sont très attentifs à la liberté individuelle et qu'ils avaient déjà des systèmes d'information qui étaient performants à ce niveau-là, ça a bien marché en Corée, mais ça aurait pas. Je pense qu'on n'était pas prêt, on n'est sans doute pas encore prêt à mettre en œuvre ce genre de système dans notre pays. C'est très intéressant de collecter ces informations de manière continue auprès des médecins, par exemple, parce que c'est vrai qu'un médecin, comme vous disiez, tout seul dans son cabinet, s'il a 4 cas d'angine, il va pas forcément avoir le réflexe de se dire il y a quelque chose d'anormal, mais c'est justement le fait de prendre en compte ce qui se passe sur une même région, dans plusieurs cabinets. Donc de le faire systématiquement, ça peut être très pertinent. Très intéressant en tout cas, merci beaucoup. Alors, les citoyens sont donc également concernés par l'émergence des maladies. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux choix qui sont faits pour eux. Par exemple, choisir de dépenser de l'argent dans la surveillance et la prévention des épidémies est un investissement à long terme et il peut se calculer en coût par année de vie sauvée et en prenant en compte parfois des variables telles que l'âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les choix politiques qui conditionnent de telles décisions, Jean-Luc Angot? Oui, alors on a vu dans le précédent podcast qu'il y avait un rapport de 1 à 100 entre le coût de la prévention et le coût du financement de la lutte contre les maladies. Ce sont des experts qui ont trouvé ce rapport. Je pense d'ailleurs que si on fait un retour d'expérience de la crise Covid-19, on va largement augmenter ce rapport. Et donc, il y a bien sûr un enjeu de gain de vie, d'années de vie sauvées, bien entendu, ça c'est primordial, c'est la priorité.
mais également des gains financiers, hein, je viens de l'évoquer, et il est toujours difficile de convaincre les autorités budgétaires que la prévention coûte à terme beaucoup moins cher que la lutte contre les maladies. Il est en fait plus facile d'obtenir des crédits pour lutter contre l'influenza aviaire, par exemple. Hein. On l'a vu dans le précédent podcast, hein, il y a plus d'1,5 milliard d'euros qui ont été dépensés et on a pu trouver l'argent pour le faire. Si on avait mis la même somme dans la prévention, peut-être qu'on ne serait pas arrivé au même résultat. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que depuis la crise Covid-19, il y a une prise de conscience de la part des politiques que la prévention est extrêmement importante. Alors, un exemple, c'est peut-être anecdotique, mais le ministère de la Santé est devenu le ministère de la Santé et de la Prévention. C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt sur des actions de soins, des actions curatives, et là, l'accent est mis vraiment sur les actions préventives. Donc ça, c'est extrêmement important et j'avais indiqué dans le précédent podcast aussi la création du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Là, vous voyez, on est vraiment dans la veille et dans l'anticipation. Et ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à ce qui existait préalablement. Donc les choses avancent progressivement, mais elles avancent dans le bon sens. Donc on va vers du mieux vaut prévenir que guérir, si je comprends bien. Exactement. Bah, merci beaucoup Jean-Luc. Alors dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que le travail interdisciplinaire des différents acteurs intervenait dans le processus de surveillance des maladies. Et dans cette deuxième partie, nous avons constaté que cette surveillance passe également par des mesures régionales, nationales et internationales basées sur des travaux scientifiques. Donc merci à tous les trois. Voulez-vous ajouter quelque chose ? Moi, je dirais que One Health a une seule santé, c'est vraiment l'affaire de tous. Tous les acteurs sont impliqués, également les citoyens, et que ça doit se faire à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national et bien entendu au niveau international. Je pense que la santé rejoint aussi tout ce qu'on appelle le confort de vie, les santé des écosystèmes, les santé des animaux et des populations sont liées à tout ce qu'on appelle les changements climatiques, les changements globaux. Et chacun peut faire sa petite part à son niveau, que ce soit en empreinte carbone, en protection et en respect de l'environnement, en respect des autres. Et cette approche globale, pour moi, dépasse la notion de santé, mais va jusqu'à ce qu'on appelle le respect des uns et des autres et le mieux vivre ensemble. Si on respecte ses concitoyens, ses environnements, les animaux, on est dans l'approche globale aussi, qui est l'approche intégrée de tous les êtres vivants sur cette planète. Merci Cécile, une belle conclusion Xavier. Oui, moi je voulais dire, au cours de ce podcast, on parle santé globale, santé environnement, on est tous d'accord. Après maintenant, il faut que ça se traduise dans les actes et que ça se traduise politiquement. Et tout à l'heure, quand Jean-Luc parlait de la prévention, le ministère de la Santé est devenu ministère de la Santé et Prévention. Mais pour vous dire, le budget de la santé, à 97%, il est consacré aux soins. Il n'y a que 3% qui est laissé à la prévention. Donc c'est très peu, c'est trop peu. Alors que la prévention, comme Jean-Luc l'a dit, on sait que 1 euro investi dans la prévention, c'est 100 euros d'économiser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, s'investir pour changer les comportements des populations, des personnes, des individus et les convaincre de changer leur comportement pour une meilleure santé, un meilleur environnement, c'est fondamental, mais ça coûte de l'argent. Et si on n'a pas ces moyens, parce qu'on n'en dispose pas suffisamment actuellement pour avoir des stratégies de prévention réellement efficaces, moi je le dis, voilà, on n'en dispose pas suffisamment pour avoir des stratégies de prévention efficaces. Et bien, tant qu'on n'aura pas une décision politique à ce niveau-là, on aura trop peu d'impact malheureusement. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film ou un livre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et auditrices ? J'ai une image un peu symbolique de One Health. À l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, il existe un musée qui s'appelle le musée Fragonard. C'était un anatomiste de la même famille que le peintre Fragonard et il a réalisé un certain nombre de ce qu'on appelle des écorchés. Donc on voit on retire la peau et on voit tout ce qui est en dessous. Et il y a notamment un humain sur son cheval et on voit vraiment sur ce qu'on appelle le cavalier, on voit vraiment la continuité anatomique et la proximité aussi physiologique entre les êtres humains et les animaux. Et je trouve que c'est assez emblématique du concept One Health. Alors moi, je voulais citer un film qui est sorti en 2011 et qui était pour nous, les épidémiologistes, un des premiers films qui parlait de justement investigation épidémiologique et anticipation sur
la gestion d'épidémies, qui s'appelle Contagion. Donc, ce film avec notamment Kate Winslet et Marion Cotillard, produit par un grand réalisateur américain, Contagion, a été un des premiers films justement parlant vraiment avec des mots et un bon scénario sur l'investigation épidémiologique en cas d'une émergence et d'une épidémie. C'est un joli film. Ouais, alors moi, je voulais conseiller à notre jeune public une lecture sur la pandémie. C'est un policier qui s'appelle Quarantaine, qui a été écrit par un auteur anglais ou américain, Peter May, M-A-Y. C'est un scénario policier qui est passionnant au milieu d'une pandémie. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce bouquin a été écrit en 2005. Il a été refusé par les éditeurs qui trouvaient que c'était vraiment exagéré de décrire que tout le monde allait se promener avec un masque et allait mourir à l'hôpital par dizaines. Donc, le bouquin a été refusé. Et puis, lors de la pandémie de Covid, eh bien, les éditeurs sont revenus vers Peter May et lui ont dit, bon, on va peut-être publier votre bouquin. Et il est vraiment très, très bien. Moi, je vous le conseille en lecture. Quarantaine, ça s'appelle Quarantaine. Sinon, il y a les grands classiques des pandémies, donc je vous conseille de lire La peste d'Albert Camus avec le docteur Rieux au milieu d'une épidémie de peste. C'est un livre fantastique, bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment un monument. Et L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, qui raconte l'histoire d'un médecin en plein milieu de l'épidémie de peste au Moyen-Âge, un médecin un peu alchimiste, c'est extrêmement intéressant. Et concernant l'impact environnemental, eh bien, je vais vous ramener en 1956, où il y a un dénommé Romain Gary qui a eu un prix littéraire, le prix Goncourt, pour son bouquin qui s'appelle Les Racines du ciel et qui raconte l'histoire d'un protecteur des animaux sur le continent africain, qui est un livre absolument magnifique. C'est un des plus beaux livres que j'ai vus. Ça date de 1956 et tout est déjà dit. Voilà, c'est vraiment extrêmement visionnaire. Et puis comme film, je vais vous renvoyer un film catastrophiste qui s'appelle Soleil vert, qui est sorti dans les années 70 avec Charlton Heston. Et vous verrez que si on ne fait rien, il vaudra mieux éviter cette situation, mais c'est un film fantastique. Voilà, j'en termine là-dessus. Merci beaucoup. Nos auditeurs et auditrices vont avoir plein de jolies choses à découvrir en tout cas. Donc merci à Cécile Squarzoni, Jean-Luc Angot et Xavier de Paris de nous avoir éclairés sur l'épidémiosurveillance. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chaunette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.